Vous allez bien? Installez-vous, je vous en prie. Alors, quand je dis installez-vous, je tremble. Évidemment. Quelqu'un qui aménage l'espace, qui regarde tout, qui a déjà jugé le lieu, le tabouret. Oh là 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 là. Ça va, on a fait minimaliste. Il n'y a pas trop de fautes puisqu'on n'a pas pris beaucoup de risques finalement. Bon. Alors, merci d'être là. D'abord, Olivier, c'est un privilège, je le disais, sincère. Vous allez nous parler de la métamorphose des lieux, parce qu'il n'y a pas que le travail qui change, évidemment. Les lieux changent aussi. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si c'est le travail qui fait changer les lieux ou les lieux qui, fait changer qui font changer le travail. On va en parler. Vous êtes designer, architecte d'intérieur. Vous avez créé il y a 20 ans l'agence Sagaz & Partners. Et je vous propose, en prologue, de regarder où se situe cette agence, comment elle est aménagée et surtout ce que vos collaborateurs en disent. On regarde ensemble ? Déménager une entreprise, c'est bien au-delà d'un déménagement physique, c'est un déménagement des esprits. Et donc de réfléchir à un changement d'espace, mais surtout un changement de mentalité, une façon de travailler autrement. Je ne veux plus simplement avoir un bureau, je veux habiter mon bureau. Donc c'est réfléchir très à l'avance sur les parcours, les usages, l'esprit dans lequel je vais habiter le lieu. La principale difficulté dans un projet de déménagement, c'est la gestion du temps. Tout doit fonctionner le jour J, aucun retard ne peut être accepté. Ce qui est capital, c'est la maîtrise des coûts, savoir dépenser aux bons endroits et se donner des priorités sur l'acoustique, sur l'ergonomie, sur l'éclairage et bien sûr répondre aux usages. Quand on a conçu ce lieu, en fait, on l'a fait avec un leitmotiv qui est le work style. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concilier le travail et l'art de vivre. Donc le work et le lifestyle. Notre design est un design résolument dans l'utile et dans l'efficacité, ce qui n'empêchait pas de réfléchir au confort et au style, pour que ce lieu soit à la fois inspirant pour nos clients, mais aussi pour nos collaborateurs. Il y a 1000 mètres carrés ici sur 5000 mètres carrés qui sont consacrés à la nature. C'est-à-dire qu'il y a des terrasses, des jardins, il y a même un jardin exotique, et quelque part, on s'évade. Et ce qu'on a voulu faire pour cette manufacture design, c'est d'abord la porosité, l'ouverture avec les autres, l'ouverture avec le quartier. C'est ensuite le bien travail avec le client, travailler mieux tous ensemble, à l'interne, casser les silos, avoir cette liberté de travailler où on veut, quand on veut. C'est aussi un travail sur la qualité des plans, la réflexion sur le space planning, donc l'organisation des flux verticaux et horizontaux pour ramener à l'espace plus de fluidité et plus de flexibilité. Notre travail ne s'arrête pas au jour de l'emménagement, on accompagne nos clients dans une démarche d'amélioration continue, à la fois dans le fonctionnement du bâtiment, mais aussi dans l'explication des nouveaux usages et des nouveaux comportements à adopter pour tous les collaborateurs. Il s'agissait pour nous d'un vrai projet d'entreprise, c'est-à-dire une capacité à nous projeter demain, évidemment, et donc de réfléchir, c'est quoi le mode de travail de demain, c'est quoi notre activité de demain. Forcément, c'est une organisation différente. Et donc, toute cette réflexion sur ce que pourrait être notre travail demain, le lieu doit être l'espace qui incarne ça au plus près. Voilà, alors ça c'est la maison mère. C'est notre lieu de travail et en même temps un lieu d'expérience puisque 1/5 de notre activité c'est les bureaux. Je suis venu au bureau, on est venu au bureau, pardon, je ne devrais pas dire je, c'est nous, on est 200 personnes. Et en fait il y a 10 ans, parce que mes clients venaient chez moi pour travailler sur de l'identité de marque, sur des problématiques de magasins, par exemple Yves Rocher, sur des problèmes aussi d'identité de produits, etc. Et puis, à force de travailler pendant 1 an, 2 ans, ils me disaient tiens, au fait, tes bureaux sont bien, pourquoi tu ne ferais pas les nôtres? Et j'ai commencé par faire des bureaux en région, du reste pas loin, à Rennes, des bureaux de commerciaux. Voilà, c'est ce qui est drôle. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de grande réflexion. C'était une réflexion sur l'espace, mais non pas une réflexion sur la façon de travailler autrement. Et puis maintenant, cette activité est très forte chez nous, puisqu'on fait environ, j'allais dire, non pas en mètres carrés, mais nombre de sociétés. On fait 7-8 grandes sociétés par an,
à peu près depuis 10 ans. Alors vous êtes implanté dans le monde entier, il y a des bureaux à Nantes, d'ailleurs ici. Il y a des petits bureaux à Nantes. Sao Paulo, Shanghai, il y a une grande différence dans le travail d'un continent à l'autre? Oui. D'abord, les règles sociales ne sont pas les mêmes. Déjà, les CHCT ne sont pas les mêmes. On a quand même les plus emmerdants du monde, faut le savoir. Voilà. Les contraintes. Et les règles, Ouais. je vais vous donner un truc, c'est que les règles incendie sont les plus dures en France. Par rapport à la Hollande, par rapport à l'Allemagne. Les règles handicapées sont les plus dures. Donc en fait, qui fait que les coûts de production d'un immeuble, aussi bien de bureau que de logement, sont de 10% plus élevés. Je ne sais pas pourquoi on a réussi à avoir les lois les plus bêtes. Voilà. Mais sinon, non, l'état la façon de travailler, il y a quand même des grandes similitudes, soyons clairs, à cause du numérique qui a quand même donné des points de repère à peu près les mêmes. L'organisation, Unité, voilà. oui. L'écrit compte beaucoup par rapport à l'oral, et l'écrit, c'est le numérique, soyons clairs, qui vous structure bien. On peut pas ne pas avoir lu ces notes ou reçu des notes qu'on n'aurait pas lues auparavant. Voilà. Alors, Jean le disait tout à l'heure en introduction, et c'est vrai, je m'étais jamais fait la réflexion, mais le mobilier, on voit bien que la frontière est poreuse entre vie privée et vie professionnelle, puisqu'il y a quelquefois du mobilier qu'on retrouve aussi bien dans son appartement, dans sa maison, qu'au travail. Donc ça, c'est un signe, un signal. Oui, les signaux sont plus profonds que ça quand même. D'abord, je me mets en porte-à-faux total, je ne crois pas du tout au travail à distance, moi. Déjà d'une. Ça, c'est du bidon de mon point de vue. Parce que c'est simple, l'esprit d'entreprise, le lieu crée le lien. Si je vous dis, si vous recevez un mail de moi et que dedans je vous ai dit le lieu c'est le lien, vous savez la différence, ça c'est une étude de Sandford vérifiée qui date d'il y a 5 ans et tout, etc. La différence, elle est de 1 à 20. Parce que j'y mets le ton, parce que je suis à côté de vous, parce que je vous le dis comme ça, parce qu'il y a le physique, parce qu'il y a le rapport humain. D'accord ? Donc le lieu a énormément d'importance. L'esprit d'entreprise, c'est à distance qu'on va le faire ? Non. Et le confort ensuite. Comment c'est chez vous ? C'est beaucoup moins confortable qu'ailleurs. Pourquoi on allait dans les bibliothèques quand on était étudiant ? Parce qu'on était bien mieux que la chambre d'étudiant où on n'avait pas de place, et pas de silence, pas de confort, etc. Ou que le café. Donc non, le lieu aujourd'hui crée l'esprit d'entreprise. Qu'on puisse travailler sur une journée, une demi-journée. Par exemple, moi, mon vendredi, je ne suis pas à mon agent, jamais. D'accord ? Je suis en télétravail. Mais l'esprit d'entreprise, j'ai qu'une hâte, c'est y retourner, parce que l'esprit d'entreprise, c'est là. L'information qui circule, c'est là. Non, c'est pas du tout une question de mobilier. Donc le lieu a beaucoup d'importance. Moi, les grandes sociétés, il y a Pernod Ricard, par exemple, je suis en train de faire leur siège social, je peux vous dire, je n'y pensais pas. Je viens de faire ceux de Sephora, ceux du groupe Thales, et sont vraiment dans ça. C'est dans le flex office. Parce que le plus important, il y a quelques éléments structurants du lieu. Le premier élément, c'est pas un problème de mobilier, le premier élément, c'est les nouveaux rythmes. C'est-à-dire que j'ai par moment une réunion par téléphone, longue, seule, où je m'engueule, ça va durer une demi-heure. Après, j'ai une réunion juste de planning avec mon assistante. Après, j'ai une petite micro-point à faire avec 3 collaborateurs. J'ai une grande... Bref, pourquoi je les ferais toujours dans mon même bureau fermé ? Pourquoi au lieu d'avoir un lieu à moi et une salle de réunion, j'aurais non 10, 15, 20 lieux différents, mais par contre mutualisés ? Mais de toute façon, la vie est plus intéressante mutualisée. Moi, je ne crois pas à la maison de campagne. Il vaut mieux en avoir pas une à soi, mais 6 différentes. Comme ça, je change d'endroit. Ça, c'est la grande idée. Et ensuite, en bougeant, non seulement c'est bon pour le corps, non seulement c'est bon pour la santé, mais c'est bon pour les neurones. Parce que je ne suis pas immobile. C'est en se déplaçant, on réfléchit autrement. Donc on crée une multiplicité d'espaces pour vivre une vie différente dans la même journée. Ça, c'est différent. Et on n'a plus de bureau à soi. On est en open space, intelligent, mais avec ces kyrielles d'espace. Et puis ensuite, il y a un autre point, cette mutualisation. Les idées, c'est la circulation. C'est la circulation, c'est de se rencontrer. L'informel crée le formel, soyons clairs. Vous savez que les machines à café, on en met partout. Je discutais avec le patron d'Expresso tout à l'heure. Moi, par exemple... On aura la chance d'écouter... Voilà, 32 tisaneries, cafétéria, pour l'immeuble qu'on est en train de faire de Dior, 1000 personnes sur Paris. Vous savez, il y a une étude hollandaise. Les Hollandais et les Allemands sont les plus en pointe sur les bureaux. Pas du tout les Américains. Du tout. Hein. D'accord ? Parce que je ne parle pas de gens qui cherchent, je parle de gens qui ont trouvé, ce qui est différent. Eh bien, les gens qui ont trouvé, ils vont vous dire une étude qui est simple. Vous savez que dans les conversations, la machine à café, 90% c'est du boulot. Quand vous faites ça, vous mettez du bon café. Et quand vous faites ça, vous en mettez plus. Parce que là, vous créez de l'informel. Pendant que je te vois, il faut que je te dise. As-tu vu et tout, etc. Donc ça, c'est un point important. Et donc, c'est de créer des moments pour que les gens se rencontrent. En fait, la distance, elle est simple. Au bout de 100 mètres, tu n'es plus là.
150 mètres. Et qu'est-ce qui ne favorise pas la circulation? C'est l'ascenseur. L'ascenseur, on ne se parle pas. Ah, ça va bien? Il fait beau aujourd'hui. Il est beau ton costume, c'est tout ce qu'on se dit. Si vous remettez des escaliers, on continue à parler. Et en plus, c'est de voir par des trémies les gens. Parce que la vue crée la rencontre, interpelle. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? C'est de la mise en relation physique. Hein. Si vous avez fait le même débat par distance, vous verrez comment c'est inefficace en termes de performance de faire passer des messages. Donc ça, c'est un autre point. Et puis, il y a l'intelligence collective, c'est-à-dire une capacité à travailler ensemble, d'échanger, de brainstorming, faire un certain nombre de choses maintenant avec des noms en ing, mais qu'on faisait classiquement, qu'on appelait l'exposé, une expose, coworking, etc. Et cette intelligence collective, elle nécessite des lieux, des mini-amphis. On crée des mini-amphis partout. Tout à l'heure, c'était notre salle de sport qui, quand elle n'est pas salle de sport, elle se conjugue avec des poufs pour faire un espace. Et la posture crée, si je suis debout, si je travaille debout, si je travaille assis, si je travaille devant une table, ou si je travaille dans un rond et qu'on échange, on ne réfléchit pas de la même manière. Et ça aussi, ça a fait changer les bureaux. Et puis après, c'est le confort. Parce qu'on a une vie stressante au bureau, soit stressante parce que comme tout boulot, si on bosse bien, on a envie quand même de satisfaire ses clients, même si la CNCF n'emploie jamais le mot. C'est pas des usagers qu'on est, c'est des clients. Eh bien, ces clients, on a une pression, pas seulement de chiffres, mais aussi de cette satisfaction. Et forcément, le lieu doit être un lieu apaisant. Et je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à l'ergonomie, c'est un travail d'ergonomie du lieu. Je crois beaucoup aussi à faire par exemple des silentromes, c'est des endroits où il est interdit de téléphoner, il est interdit de biper, il est interdit de parler, mais pour se concentrer, parce que ça qu'on a dans la poche vous dérange constamment, et à un moment il faut réfléchir, et réfléchir c'est s'évader, c'est s'isoler, et ça aussi c'est un espace, et je crois, pas du tout comme à la maison, c'est un lieu qui doit être extrêmement confortable. Et le dernier point, c'est comme la vie professionnelle a envahi votre vie privée, c'est-à-dire que dès 7 heures, vous avez des mails. Ce matin, j'en avais des 6 heures. Et puis, bien sûr, je les regarde. Comme je suis le boss, j'ai intérêt à les regarder. Sinon, mes collaborateurs vont dire à 7 heures, non seulement je lui montre que je bosse, mais en plus, il ne répond pas qu'est-ce qu'il fait, il dort. Donc, je bosse. Il faut que vous rendez service, il faut que la vie privée, quelque part, rentre dans l'entreprise. Mais moi, je suis sur un truc qui est très simple. C'est non pas tant mettre ces photos des uns et des autres, des enfants et tout. Non, tu les mets chez toi, tu les mets sur ton mail. Ce n'est pas ça. Non, mais rendre service, par exemple, c'est vous n'avez pas de conciergerie chez vous, eh bien on va faire un click and collect. Rendre service, c'est faire du sport et d'avoir des salles de sport. Rendre service, ça pourrait être une beauty room, par exemple chez Dior. Rendre service, ça pourrait être chez Thales, puisque les gens voyagent beaucoup et soit souvent sont entre 2 avions. Eh bien un centre de remise en forme, et puis un endroit où on peut dormir. Ça, je crois aussi à ça. Donc, du coup, le bureau, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas prêt de disparaître. Et je ne crois pas du tout au travail à distance. Quand on est chercheur, oui. On fait comme ça. Voilà. Alors, pas prêt de disparaître, mais quand même en grande mutation. C'est-à-dire, vous l'avez bien dit, il ne ressemble plus du tout, ce bureau, à ce qu'on a connu il y a même 10 ans, il y a même 15 ans. La nature errante, les espaces collectifs, changement de tempo, de vie, plusieurs journées en une. Et j'ai même entendu, et je crois que c'est Arnaud Deschamps qui me l'a dit, qui dirige Nespresso, qu'on écoutera, mon souci, c'est de bien accueillir mes collaborateurs. Un des changements fondamentaux, je ne vais pas dire le nom d'une grande société du CAC 40 pour laquelle je travaille, et qui est plutôt dans les apéritifs. Voilà, comme ça, vous voyez à peu près qui c'est. Eh bien, le président, qui est le fondateur, et qui porte son nom, eh bien, il n'aura plus de bureau. Je crois qu'on a... il y a une couleur, la couleur du soleil. Il y a une couleur du soleil. Ça y est, je vois. Mais c'est qu'il faut que le management donne l'exemple. Moi, j'ai plus de bureau. Ouais. Du reste, mes propres... Vous n'avez plus de bureau ? J'ai plus de bureau. Je suis avec tout le monde. Du reste, mes propres collaborateurs m'avaient mis un canot de sauvetage, un espèce de bureau éventuel, au cas où j'y arriverais pas. Parce qu'ils pensaient que j'y arriverais pas. Et en fait, au contraire, comme l'information est là, dès que je vais dans le canot de sauvetage, je suis au courant de rien. Je suis plus sur le bateau. Non, il faut donner l'exemple. Et en plus, ça vous transforme votre vie. Parce que c'est en gros, grosso modo, c'est une entreprise. Les schémas sont beaucoup plus simples que ceux de mon avis, on présentait tout à l'heure. En gros, c'est un schéma vertical. Maintenant, c'est un schéma horizontal. Je suis plus un capitaine
et un capitaine, puisque vous avez fait du sport, je pense hier, je suis plus un entraîneur et un capitaine que le buteur, et tout s'est réorganisé autour de moi. Voilà. Donc, du coup, je dois être au cœur des gens. Voilà. Et ça c'est pas une anecdote, ça, c'est réel. C'est réel. C'est-à-dire, en gros, si tu veux être au cœur des gens, ben, ne t'isole pas. En gros, le bureau des chefs qu'on mettait là-haut, c'est fini. Et du reste, quand je travaille je fais des tours à la Défense pour des bureaux, les gens me disent on va se mettre où la direction? Alors je dis c'est simple, si vous êtes là où vous êtes en planque, si vous voulez être avec tout le monde, c'est au milieu. Voilà. Et laissez les meilleurs étages aux gens là-haut. C'est-à-dire, là on fera les espaces coworking, là où il y aura le RIE, le restaurant d'entreprise, là où il y aura des cafétérias, etc. Et ça, c'est pas du gadget, c'est du réel, je peux vous dire, un certain nombre de sociétés. Parce qu'aujourd'hui, le sujet qu'on a, soyons clairs, moi, si vous me posez sur la question, c'est quoi votre problème majeur? Est-ce que c'est d'avoir des clients? En me débrouillant bien, en étant des bons commerciaux comme vous, j'en retrouve toujours des clients. J'en ai même trop. Donc, il n'y a pas de problème. Mon problème n'est pas là. C'est les talents que j'ai chez moi qui ne partent pas. Et le pire, c'est que les meilleurs ne viendraient pas me voir. Donc, c'est comment attirer les talents. Et les talents, aujourd'hui, quand on sort d'une école, qu'elle soit une école d'art, ou qu'elle soit de Sciences Po, ou qu'elle soit d'HEC, c'est simple. Elle repère vite par rapport au lieu l'esprit de l'entreprise. Elle le décode tout de suite. Elle voit tout de suite si c'est bidon. Et c'est pas le salaire compte, mais l'esprit d'entreprise compte beaucoup. Et cet esprit collectif, il se voit tout de suite. Et aujourd'hui, si le bureau est autant remis en question, parce que derrière, le lieu physique imprime une façon d'organisation, c'est justement pour retrouver cet esprit collectif et attirer les talents. C'est attirer les talents. Un mot sur l'identité. Comment vous faites quand vous faites des bureaux pour Dior? Est-ce que vous pourriez dire, voilà, c'est aussi les bureaux pour Thales? Comment on saisit l'identité, la culture d'entreprise, l'image d'une marque? Alors, l'identité, on a une activité identitaire à l'agence où on fait des identités de marque pour des grandes marques. Donc là, il faut comprendre les produits de la marque, là où elle était, son histoire, sa culture. Donc on a des gens qui s'occupent de ça, si j'ose dire. Mais dans l'aménagement des lieux, il y a... Alors, dans l'aménagement des lieux, il y a par exemple la fameuse marque dont on ne doit pas parler, Oui. qui est créateur de convivialité. C'est ça leur claim de marque. Forcément, les lieux doivent traduire ça. Voilà. Mais ce n'est qu'un point, je dirais. C'est pas en mettant ces couleurs qu'on crée l'identité d'une marque. C'est en fait quelles sont ses valeurs. Par exemple, pour moi, ce qui me concerne, on est designer d'entreprise. Le développement durable, c'est quelque chose d'essentiel. Donc le lieu est développement durable, pas seulement dans sa construction, mais dans sa mutualisation des voitures. C'est uniquement les voitures mutualisées qu'on doit rentrer dans l'agence, sinon elles sont dans un parking. Dans la gestion aussi des déchets, etc. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Donc, elle doit se retrouver dans l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et dans une autre entreprise, ça sera peut-être la culture de l'excellence d'engineering. Par exemple, si vous travaillez pour Thales, c'est ça. Il y a une culture du secret, il y a une culture de l'intelligence engineering. Ça doit se retrouver dans une certaine manière dans la façon de structurer les éléments. Mais le plus important, c'est bien de comprendre les métiers qui sont à l'intérieur de l'entreprise, qui sont tous différents. On ne peut pas dire, il y a d'un côté le marketing commercial. Non, il faut fouiller, il faut rentrer en détail. J'ai travaillé par exemple pour les Échos et le Parisien. Déjà, c'est des organes de presse écrites, mais déjà les deux, c'est pas la même culture. Voilà. Donc il faut, par exemple, la salle de rédac, qui était importante. On a fait une salle de rédac pour le Parisien, je préfère celle du Parisien, mais c'était plus innovant. On l'a fait, elle relie par des escaliers deux étages. Et du coup, sur les escaliers, tout le monde peut s'y mettre. Il y a une espèce d'ambiance sympathique où tout d'un coup, vu ce que va annoncer le rédacteur en chef, tout le monde peut se rejoindre rapidement et échanger. Mais c'est propre à eux parce qu'il y a une espèce de fenêtre ouverte et de capacité à échanger qui est vraiment leur culture. On est plus une culture individualiste, si j'ose dire, aux Échos. Voilà. Donc ça doit quelque part inspirer. C'est pas le driver numéro 1, mais ceci dit, si je vais dans le lieu, je dois tout de suite saisir ce qu'est l'esprit de la marque. Pour ce qui me concerne, par exemple dans ma propre agence, j'estime que quand j'engage quelqu'un, au bout d'une semaine, il pige tous les tics de l'agence. Il pige, s'il l'observe bien, il doit comprendre. Moi, je suis un maniaque, par exemple, du rangement, ça se voit tout de suite. Je l'ai vu dans le film. Voilà. On est, votre collaborateur qui présente
à la japonaise, la cérémonie du thé, Voilà. les petits échantillons. Voilà, Je voilà, l'ai vu. voilà. Donc le lieu, c'est aussi ça. C'est un rapport avec la beauté aussi. C'est un rapport aussi avec l'efficacité, parce Oui. que, en finale, les lieux, en quoi ils sont intéressants, c'est qu'en gros, et on pose souvent la question, mais alors qu'est-ce que ça a produit sur vous? Parce qu'on est allé loin pour nous, pour mieux le comprendre, pour le proposer à d'autres. C'est simple, les journées sont plus courtes. C'est qu'à 17h, 18h, 19h, moi je 20h, 21h, à peu près, j'ai fini. Je dis, j'ai fini ma journée, quoi. J'ai été plus efficace. Voilà. Et si je suis plus efficace, je peux me retrouver du temps pour réfléchir. Parce que ce qui nous manque le plus, c'est réfléchir. On n'a pas parlé du coût, ça coûte cher. Le coût, non, ça ne coûte pas plus cher. Ce qui coûte cher, c'est me payer. Voilà. Parce que moi, je déconnecte pour que ça coûte pas cher et pour que ça aille vite, parce qu'il faut que ça aille vite, c'est une situation, c'est des fois de crise quand on arrive, il faut bien réfléchir. Il faut être très intelligent pour savoir là on met de l'argent, là on n'en met pas. Donc moi je me fais payer en dehors du coût des travaux. Je ne peux pas être médecin et pharmacien, sinon je vais vous en faire bouffer des médicaments et je vais trouver de l'argent. Ça c'est une méthode qui vient des États-Unis, qui est très simple. Et donc oui, moi je suis payé cher. Par contre le coût du mètre carré, non. Non. Parce qu'en plus, je vais vous dire, c'est que comme tout bouge dans l'entreprise, il faut que l'entreprise puisse bouger. Par exemple, même chez nous, depuis 18 mois on est installé, vous regarderez sur Internet, eh bien on a déjà changé 2 fois environ presque 500 mètres carrés. Voilà. Donc il faut que ça soit fluide. Voilà. Donc le coût même fixe du lieu ne doit pas coûter trop cher. C'est une erreur totale. Et alors en plus, je vais vous donner un exemple qui est très simple, parce que moi aussi je suis patron et je dialogue avec des patrons. Soyons clairs, si on regarde en chiffres, le chiffre à peu près de sociétés que j'ai cité tout à l'heure, 60% c'est la masse salariale. C'est combien? C'est le loyer? C'est 4% à peu près. Et l'aménagement, c'est 1%. Donc si on n'est pas capable de dépenser 1,5% de plus pour le confort des gens, ou mettre des crèches et tout, etc., c'est qu'on n'est pas... on fait un peu comme on veut attirer les talents, gagner les talents, c'est le minimum de faire du social. Alors il y a des questions évidemment de la salle, de votre audience. L'un des enjeux majeurs de nos entreprises est d'attirer et fidéliser les talents, vous venez d'en parler, l'environnement de travail. Est-ce que c'est un facteur clé d'attractivité? On y a répondu un peu. Oui, c'est le facteur clé. Moi, j'ai fait venir il n'y a pas longtemps, parce qu'on est en lien avec des grandes écoles, Sciences Po par exemple, pour ne pas les nommer, oui. Et je voyais comment déjà ils n'ont pas envie de travailler pour n'importe quelle société, et même pour nous, attirant, ils nous posaient des questions si notre empreinte sociale et tout, etc. Donc les lieux participent énormément. Je ne connais pas une société qui n'est pas, comment dirais-je, réfléchi à ça. Et aujourd'hui, c'est le vrai problème. C'est le vrai problème, c'est attirer les meilleurs. Et je vais même vous dire autre chose, puisqu'on est en confidentialité, je suis un peu loin de mes bases parisiennes. Quelques patrons que je connais très bien. Je travaillais pour Unibail, par exemple, qui va faire la fusion avec Westfield d'ici peu, l'acquisition. Donc on va avoir une Française qui va être le numéro 1 mondial des centres commerciaux. Et j'ai travaillé sur ces locaux, je travaille sur les centres et tout, etc. On se disait entre nous, hormis augmenter tout le monde de 10%, quel est l'effet autre que réaménager ces lieux peuvent faire? Ce que ça peut produire les uns sur les autres. Leur fierté et à la fois aussi leur efficacité. Et le temps qu'on économise, on le redonne aux gens. Donc non, c'est un point majeur. Aujourd'hui, on parle d'espace figital, avec des lieux physiques enrichis par le digital. Quel est votre avis sur le sujet? J'aime pas le mot figital. Moi, je pense que c'est un lieu, c'est l'humain, quoi. On est des gens qui doivent rencontrer des gens. C'est avant tout des... Voilà. Le digital, c'est un moyen. Si c'est une fin, c'est une horreur. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est pas un hasard, par exemple, dans les lieux, vous avez vu, il y a 5000 m² chez nous, il y a 1000 m² de terrasse et jardin, avec un vrai jardin. Là, il n'avait pas bien poussé. C'était fait un film qui a été fait il y a 1 an. Ça a poussé. Mais... avoir un jardin, parce que c'est un effet de serre, c'est une ancienne serre, c'est une ancienne halle industrielle Alstom, et dessus on a fait, et puis je travaillais beaucoup au Brésil, donc on a pris que des essences tropicales, mais ça donne une respiration, c'est beau, ça donne une évasion, et donc là c'est l'humain, quoi. Être motivé, c'est autre chose, ça n'a pas de prix. Est-ce que le digital c'est juste un outil, c'est comme le TGV, c'est un outil. Oula, la métaphore. En ce moment, pourquoi le beau est-il cher et comment rendre accessible le mobilier design? Alors c'est une très bonne question. Moi, ma formule, c'est le design d'abord n'est pas là que pour faire joli.
il est d'abord être dans l'utile, le pratique, le confort. Est-ce que ça c'est pratique? Est-ce que ça se soulève? Oui, ça se soulève. Est-ce que ça s'empile? Non, celui-là il s'empile pas, donc c'est pas bien. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est confortable? Oui, pour une demi-heure, puisqu'on a une demi-heure, ça va, mais guère plus. On a fait mieux. Les hauteurs sont bonnes. Voilà. Et alors après, c'est le prix. Moi, je suis pour un design démocratique, c'est-à-dire accessible. Par exemple, travailler le coût, c'est le rôle d'un designer. D'accord. Parce que si on est commis sur le coût, par exemple à mon agence, on a un vrai chef. On n'a pas Sodexo, tout ça et tout. Non, on veut bien manger, hein, comme chez Maman. Donc on a mis un chef qui est notre gardien, qui a un CAP de cuisine. Pour se le payer, il a fallu économiser ailleurs. Donc le designer ne doit pas faire bien quand on a de l'argent, mais ça apporter n'importe qui. Au contraire, il faut beaucoup de talent pour que ça soit économe. J'y crois beaucoup. Et le design n'est pas de l'art. Le design, c'est rendre des usages, rendre une valeur d'usage, de confort, d'agrément, de bien-être, avant tout. Et le prix en fait partie. C'est pour ça que le roi du design dans le monde, c'est Monsieur Ikea. Voilà. Et lui, le prix, ça compte. C'est vrai. Vous avez la capacité, là où vous êtes aujourd'hui, de choisir vos clients. Et vous dites, nous, on ne fait que les gens bien. C'est vrai ? Non, j'ai pas la capacité. On vient vers vous. Non. Vous avez un statut de star du design aujourd'hui. Non. J'essaie de faire mon boulot sérieusement. Non. Mais vous choisissez vos clients. Vous travaillez pas pour n'importe qui. C'est la réputation que vous avez, en tout cas. Pas tout à fait. Disons qu'on en refuse certains. Voilà. Ah, bah voilà. Non, je dirais d'abord, moi j'ai une chose qui est simple, c'est qu'il ne faut jamais faire ce qu'on ne sait pas faire. Il ne faut jamais dire ce qu'on n'a pas compris, ou faire croire qu'on l'a compris. Voilà. Donc moi je ne fais pas ce que je ne sais pas faire, et si possible faire ce qu'on a envie de faire, parce que là on le fait bien. Eh bien on va s'arrêter sur ces mots. C'était un plaisir, Olivier, d'échanger avec vous ce matin. Merci et bravo. Merci beaucoup. Merci infiniment. Olivier Saguez. Bon, il est temps que je m'intéresse